Bien, mesdames et messieurs, nous allons pouvoir commencer cette séance publique décentralisée. Bien sûr, je remercie tous ceux qui l'ont organisée. La technique, c'est toujours une épreuve de force de se placer sur les territoires. Remercier le public qui est ici, élus, représentants de la gendarmerie, je vois, représentants du SDMIS. Je vois qu'on a un commandant, voilà, c'est ça, et 4 barrettes, c'est bien commandant. Hein. Bon, dans la marine, c'est inversé. Donc, voilà. Et puis, remercier tous mes collègues qui sont ici. J'ai demandé à M. Griffon, notre Benjamin, de faire l'appel. Bien, bonjour à toutes et à tous. Pour l'appel, Monsieur le Président, Pascal Bay, Béatrice Berthoud, Jean-Jacques Brun, Pascal Chapeau, excusé de ne pouvoir, Philippe Marion, Colette Darfin, Sylvie Épinat, Evelyne Geoffrey, Claude Goy, Valérie Grillon, Christophe Guillotot, il est là, Christine Hernandez, Daniel Julien, Annick Lafay, Catherine Lotte, Philippe Marion, Bruno Pélachon, excusé de ne pouvoir, à Annick Lafay, Daniel Pomeray, Frédéric Pranchéry, Martine Publier, Thomas Ravier, Mireille Simian, Michel Thien, Daniel Valero, Patrice Vercher, Christian Vivier-Merle. Présent. Voilà pour l'appel, Monsieur le Président. Merci, le corps médiatal, nous allons pouvoir délibérer. J'ai oublié de citer le sénateur Fieller, qui est de toutes les manifestations en ce moment sur le territoire du Beaujolais et au-delà. Et au-delà. Bienvenue, Monsieur le sénateur. Ça vous donne envie de revenir? Faut attendre encore un petit peu. Hein. Et après, on ne sait même pas sûr si on va encore exister. Alors, bon, voilà. Merci, M. Pomeray, de nous recevoir dans cette belle ville de Anse, dans ce bel endroit qu'on a inauguré il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est pour ça que vous voulez revenir. Et puis merci à Mme Bay aussi, ton binôme, de nous accueillir ici dans ce beau canton. Ça fait partie la prochaine séance décentralisée, on n'ira pas beaucoup plus loin, on ira à Belleville, le 21 juin. Je vous conseille à tous de garder votre soirée après. Parce que quand on va à Belleville, on sait quand on y va, mais on ne sait pas quand on en revient. Voilà. Monsieur le maire de Belleville nous promet une soirée. Je vous laisse la parole, monsieur le maire. Et puis, bien sûr, Madame Bay. Alors, je crois que vous avez réparti les tâches. Il y en a un qui va parler de la commune et l'autre du canton. Exactement. C'est la bienvenue à tous. Bonjour à tous. Je ne vais pas reprendre tous les titres de tout le monde parce qu'on a trop de personnes titrées dans l'assistance. Merci, Monsieur le Président, de me permettre de vous parler de Anse, qui a l'honneur de tous vous accueillir aujourd'hui. Alors, comment résumer une commune en 4 minutes ? Anse, chef-lieu de canton depuis 1790, siège de la communauté de communes entre Métropole et Calade, Anse qui existe depuis la préhistoire et qui compte désormais 8200 habitants. Anse qui est depuis plus de 2000 ans un lieu de passage et une terre d'accueil. Un lieu de passage naturel entre les monts du Beaujolais et les prairies du bord de Saône. On a eu les voies romaines, les voies royales, les voies impériales, les routes nationales, et aujourd'hui, nous avons 6 voiries départementales. Nous avons la ligne de chemin de fer Paris-Marseille, les autoroutes A6 et A46. Si tous les chemins mènent à Rome, beaucoup passent par Anse. Mais si Anse est un lieu de passage, c'est aussi depuis toujours une terre d'accueil et un lieu de vie intense et au passé riche et passionnant. Les vestiges romains et moyenâgeux, les remparts romains, le château des Tours du XIIIe siècle témoignent d'un temps où Anse vivait déjà fortement. Je ne peux que vous inciter à prendre un jour le temps de visiter le centre ancien, ses nombreux monuments historiques et ses 7 châteaux, tous différents et remarquables. Anse, c'est aussi un lieu de combat. Il y a 600 ans avec les barbares, mais aussi en septembre 1944 avec les combats tragiques de la libération du nord du département. L'histoire de la commune est si riche en événements que plusieurs livres ont déjà été écrits sur elle. Anse, aujourd'hui encore, est une terre d'accueil. Nous sommes heureux
d'accueillir 2 maisons de retraite, 2 foyers pour handicapés, 5 écoles, une maison familiale et un collège. 2035 jeunes vont à l'école tous les matins à Anse. Plus de 600 personnes de plus de 75 ans vivent ici. 2600 actifs partent travailler tous les matins quand notre commune offre sur place 1500 emplois. Anse, avec ses 1560 hectares, ce sont des réalités, des paysages variés. Pour ne pas faire trop long, puisque je m'adresse à vous qui êtes les représentants du département, je dirais que Anse est un concentré du département, de par ses paysages tout d'abord, des bois, des vignes, des prairies, des rivières, des zones rurales et des zones urbaines, mais aussi un lieu où la plupart des compétences du département s'exercent. Un collège, 160 lits d'EHPAD, des voiries départementales, des foyers de la Givre, la MDR, 2 casernes de sapeurs-pompiers, une médiathèque, une école de musique, des hectares de pénape, sans oublier les bienfaits du partenariat territorial dont cette salle est l'illustration. Pour vous résumer tout ça, je voudrais terminer par un rapide survol aérien de notre commune. Partons de Thésée, à l'ouest, pour aller jusqu'à la Saône et l'Ain. Nous voyons les bois d'Alix, plus de 400 hectares de bois sur Anse, en remontant vers la crête, et on y aperçoit même un élevage de canards. Puis on se retrouve au milieu de 180 hectares de vignes, où nos viticulteurs produisent un Beaujolais blanc et un Beaujolais rouge savoureux. On aperçoit d'ailleurs le domaine des communes, siège de notre communauté de 32 communes du Beaujolais des Pierres Dorées. En redescendant sur ce versant, on rencontre la ville nouvelle, 400 hectares urbanisés. La vieille ville, bien sûr, ses lotissements, ses 850 logements sociaux, ses 14 hectares de complexes sportifs, ses écoles maternelles et primaires, son collège, sa gendarmerie, sa mairie, sa piscine, ses crèches, les casernes de pompiers, l'usine de traitement d'eau potable qui alimente 130 000 habitants, les zones commerciales et industrielles jusqu'à cette salle qui nous accueille aujourd'hui. Bien sûr, pour aller vers l'Ain, on doit aussi traverser la RN6 et ses 10 millions de véhicules par an, la voie ferrée, la gare et ses 32 trains quotidiens, l'autoroute A6 et ses 30 millions de véhicules par an. Nous côtoyons alors les bords d'Azergues et de Saône avec toutes les problématiques de l'eau, des crues, des prairies et des maraîchers. Nous croisons un camping 4 étoiles, un chemin de fer touristique, une base nautique et la plage qui accueille 120 000 personnes tous les étés, en attendant le port de plaisance de 350 anneaux porté par le département qui va sortir de terre bientôt. Voilà, des bois d'Alix au bord de Saône, je viens de vous proposer un rapide survol de Anse. Je voudrais conclure en vous invitant à revenir souvent à Anse, où vous serez toujours très bien accueillis, et je vous souhaite un travail fructueux, chers collègues. Merci, monsieur le maire, pour ces confidences. Pardon. Madame, merci pour ces confidences. Merci Daniel pour cette présentation historique et actuelle très détaillée. Donc je vais redire quelques petites choses. Donc notre canton de Anse n'est pas un canton très grand puisqu'il s'étend sur 115 km², mais il a plus de 40 000 habitants. Il est situé au centre-est du département. Il a à la limite nord l'agglomération de Villefranche et le Beaujolais, et à l'est le département de l'Ain et la métropole de Lyon. Notre territoire n'est pas seulement un lieu de passage, il est accueillant et on s'y installe par choix. De Pommier au nord à Lantilly au sud, ou encore de Morancé à l'ouest à Chasselet à l'est, nous sommes 15 communes où il fait bon vivre. Les trésors géologiques, architecturaux, les talents économiques et le dynamisme du tissu associatif sont des atouts qui attirent les touristes, et je citerai quelques curiosités. La fête de la galette à Ambérieu, Dommartin et son cadran solaire analématique, le château des Tourances, comme tu as vu, et qu'on retrouve sur le présent qu'on a eu. Merci Daniel pour cette attention. Marcy et son télégraphe. Alors bien sûr, le télégraphe, il y a le restaurant, mais il y a surtout le Télégraphe Shop, qui a la particularité d'être en parfait état de marche, qui a été rénové d'ailleurs avec une aide financière du département. Le marché de la poire à Chasselet, Marcilly d'Azergues et sa célèbre confrérie du Nœud du Vigneron, Lausanne et ses moulins,
le géosite de Lucenay, Pommier et ses nombreuses balades autour des Cadols. Et bien sûr, Chazay, le plus beau village du Rhône 2023, j'avais hâte de vous le dire, et bien sûr sa légende du babouin. En matière d'infrastructures départementales, nous avons une EMDR, labellisée France Service, comme Daniel vous l'a dit tout à l'heure, 2 casernes de pompiers, une qui est juste à côté, une à Anse, juste à côté, une sur la Crête, et une autre à Chazay. Naturellement, ces casernes regroupent plusieurs communes. 4 collèges, 3 publics et 1 privé, avec plus de 2500 élèves. 4 écoles de musique, 9 bibliothèques, 4 EHPAD, 14 établissements pour jeunes enfants et un établissement d'aide sociale à l'enfance. 4 établissements pour personnes handicapées. 40 agents départementaux travaillent pour faire de notre canton un territoire à l'image de notre volonté politique, c'est-à-dire un Rhône qui répond aux enjeux futurs et aux besoins des habitants, tout en restant à leur écoute. C'est d'ailleurs pour dessiner le Rhône de demain que nous avons lancé la restructuration du collège Alexis Candelaft, qui devrait être livré donc pour la rentrée de septembre 2024, n'est-ce pas, monsieur le vice-président ? La rénovation du collège Jacques Coeur, avec entre autres un préau et un CDI totalement réaménagé, et au collège Azapolini, des travaux de rénovation et le remplacement des fenêtres. Il y aura d'autres travaux à venir donc dans les années prochaines. C'est toujours pour dessiner le Rhône de demain que nous soutenons le projet du port du Bordelans, qui sera le plus grand port de plaisance fluviale de France, avec 350 anneaux, comme Daniel nous en a parlé dans son discours. Nous soutenons également nos 15 communes dans leurs projets dans le cadre du partenariat territorial. Et la salle des colonnes est un bel exemple donc, que le département a accompagné. Le développement des énergies renouvelables, la politique PENAP, avec plus de 4500 hectares situés essentiellement dans la plaine des Chers. Enfin, notre canton est desservi par 7 gares, dont 2 gares importantes, donc la gare de Anse et la gare de Lausanne. Alors, Monsieur le Président, Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, chers collègues, nous vous souhaitons la bienvenue dans le canton de Anse et nous vous invitons à venir visiter toutes ces curiosités et nous vous souhaitons surtout une belle séance de travail. Merci Madame May, merci Daniel, merci à vous deux pour cette présentation et du canton et de la commune. Chers collègues, nous allons commencer notre séance publique par rendre un hommage à Simone André, notre ex-collègue conseillère générale qui nous a quittés le 4 février dernier à l'âge de 97 ans. Mais c'était une figure, ça a été une figure du monde associatif du département et comme le veut la règle, c'est toujours un membre du groupe à laquelle a appartenu l'élu qui rend l'hommage. Donc Daniel, je te laisse la parole. Daniel Pomerey. Merci, Président. Le 4 février dernier, Simone André s'éteignait à l'âge de 97 ans, elle qui fut lumineuse toute sa vie. Figure de la politique locale, appréciée et reconnue par tous, officier dans l'ordre de la Légion d'honneur, elle laisse l'image d'une battante en faveur du lien social. Mariée et mère de 3 enfants, elle entre dans la vie politique avec Valéry Giscard d'Estaing, rencontrée en 1965 à Annecy. Elle participe à la création des tout premiers clubs Perspective et Réalité et crée le même club à Lyon en 1966. C'est en 1971 que son engagement politique prend son plein envol. Contactée par Louis Pradel, elle devient conseillère municipale du 3e arrondissement. En 1977, elle devient la 4e adjointe de Francisque Colomb, puis la 2e adjointe déléguée à la vie associative et aux affaires sociales sous son 2e mandat. Elle est également vice-présidente de la communauté urbaine de Lyon entre 1983 et 1989. Au département du Rhône, elle entre en 1979 en tant que conseillère générale de Lyon 9, puis du 8e canton de Lyon. Elle est la vice-présidente de Jean Paluy entre 1985 et 1990, puis de Michel Mercier jusqu'en 1998. Elle fait alors le choix de ne pas se représenter. Ses 19 années de mandat au Conseil général et ses 18 à la ville de Lyon sont marquées par une cohérence territoriale. Elle était l'élue du 3e arrondissement de Lyon. Centriste convaincue, dès le début de son engagement, elle prouve que son ambition est la cohésion sociale. Elle œuvre avec force pour établir une connexion entre les quartiers du canton, très différents les uns des autres, la Guillotière, la préfecture, la Pardieu.
Elle facilite au maximum l'installation d'associations sur ces secteurs et leur complémentarité. Avec le président Paluy, elle participe à la création de l'Association pour l'accueil et le confort des personnes âgées. Elle préside la commission personnes âgées et personnes handicapées. Elle soutient activement le CRIAS, créé en 1963, mais également la mise en place des services à domicile, des clubs de quartier, la mise en place du schéma gérontologique ou encore l'étude du futur schéma des personnes handicapées. Nous lui devons aussi la création du service Vie associative et l'espace associatif du Rhône, lieu de ressources pour les associations avec un local, du personnel et des moyens mis à disposition par le Conseil général avant de, selon ses propres mots, magnifier le bénévolat dont le rôle dans la société est primordial aux côtés du monde politique. Enfin, je pourrais mentionner la création de l'association Alerte pour les personnes âgées dont elle a été la présidente pendant 16 ans, la mise en place des opérations Été pour les jeunes au Parc de la Tête d'Or, ou encore la création du Forum des associations et du Forum régional des associations. À noter que le Forum régional de 1989 à la Holtony-Garnier a rassemblé 1200 associations et a accueilli quelques 150 000 visiteurs. Toujours présente et disponible pour les habitants ou les commerçants de son quartier, elle était une femme de terrain. Sa ligne de conduite a toujours été la même, écouter les gens, accepter les différences, respecter chacun. Chaleureuse et enthousiaste, sans cesse à l'écoute des besoins, elle a mis la personne au cœur de sa volonté publique. L'impact de son action ruisselle encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nos pensées sont pour elle, sa famille, ses proches, à toutes ces femmes et ces hommes qu'elle a su unir. Notre collectivité peut saluer avec humilité l'humanisme et la personnalité de Madame Simone André. Merci, Président. Simone André était quelqu'un d'à part, dévoué à la fonction élective, à ses fonctions électives, mais elle était aussi très investie dans le monde associatif. Elle avait souhaité être présente en 2018 lorsque nous avions fait l'espace associatif. Elle habitait le canton de Vaugneray, où son mari était maire de Messimy. Et cette femme, qui n'était pas du tout de ma famille politique, m'a toujours soutenu. Femme élégante, femme de conviction. Et lorsque, en 2021, je lui avais proposé que le département du Rhône l'honore et qu'on lui fasse une salle à son nom, elle m'avait dit oui, mais je suis dans l'impossibilité de venir. Son âge était là. Et on avait fait quelque chose d'assez original. On avait inauguré 2 chez elle en visio, avec un ciseau, électronique. Cette salle qui porte son nom, salle Simone André, où nous nous réunissons pour les conférences des présidents et où les élus disaient c'était la moindre des choses que le département du Rhône pouvait lui rendre. Je voudrais qu'on puisse tous avoir une pensée pour Simone, qui a rejoint Charles André, bien sûr sa fille, et aussi témoigner notre reconnaissance et notre compassion à ces deux enfants. Je vous propose que nous observions une minute de silence. Merci à vous. Chers collègues, il nous faut adopter le procès-verbal de la séance publique du 21 décembre. Est-ce qu'il y a des observations, des demandes de modification? Pas. Il est donc, adopté. Il sera publié. Nous avons une séance avec 13 rapports à vous présenter. Et c'est Patrice Vercher et Sylvie Épinat qui vont nous parler finances au nom de la Commission des finances. Vous avez la parole pour cette orientation budgétaire avec 2 interventions pour les groupes et puis je dirai quelques mots à l'issue. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. En effet, comme on en a l'habitude aujourd'hui, nous allons faire cette présentation du rapport d'orientation budgétaire 2024 à 2 voix avec Sylvie Épinat.
Ce rapport d'orientation budgétaire 2024 est aussi inédit que la situation dans laquelle nous nous trouvons. Depuis plusieurs mois, le département du Rhône alerte sur la situation financière des départements. En effet, la construction budgétaire 2024 s'inscrit dans le cadre d'un bouleversement majeur et inédit du contexte financier des collectivités territoriales et plus particulièrement des départements. Le modèle de financement que Départements de France n'a eu de cesse de dénoncer lors des multiples réformes fiscales des dernières années affiche toutes ses limites lors de cette préparation budgétaire. Les exercices 2023 et 2024 témoignent de manière brutale d'un modèle de financement des départements qui est inadapté aux politiques publiques qu'ils portent, une dynamique à la hausse des dépenses, mais des recettes qui ne suivent pas. Nous avons des dépenses obligatoires, mais nous bénéficions de recettes aléatoires. Concernant les recettes, le retournement du contexte financier trouve son origine dans une crise à la fois conjoncturelle, avec la chute brutale des DMTO, ces fameux droits de mutation, ces droits de notaire, et structurelle, avec la dépendance du produit de TVA au taux d'inflation et au taux de croissance du PIB. Cette situation engage à réouvrir la discussion sur l'autonomie fiscale des collectivités avec le gouvernement afin de restaurer les marges de manœuvre et consolider la capacité des départements à assumer leur mission de solidarité humaine et territoriale confiée par la loi. Si l'autonomie des départements sur le volet recettes est en question, force est de constater que les départements subissent également de fortes contraintes sur leurs dépenses, dont ils ne peuvent entièrement maîtriser la hausse. Depuis 2 ans, la France subit un cycle inflationniste qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Après avoir atteint un pic début 2023, l'inflation se stabiliserait grâce à la baisse des prix de l'énergie et la dissipation des tensions d'approvisionnement, et ce, malgré la hausse de l'électricité annoncée au 1er janvier dernier. L'impact de ces tensions inflationnistes est double pour les départements. D'une part, ils enregistrent une hausse de leurs dépenses. D'autre part, le gel en euros courants des dotations de l'État équivaut à une perte de recettes évaluée par Départements de France à 438 millions d'euros en 2022 et 865 millions d'euros en 2023 pour l'ensemble des départements. Ainsi, les dépenses au corps des compétences départementales, solidarité, d'éducation et de sécurité civile, sont en forte hausse à cause de facteurs exogènes et à la situation financière très tendue des établissements dans ces domaines. Dans ce contexte, les départements sont systématiquement sollicités afin de pallier la défaillance de financement de l'État qui ne compense pas nombre de décisions qui ont un impact sur les finances des départements. Enfin, ces tensions haussières sur les compétences départementales se situent dans le contexte une nouvelle fois contraignant pour les collectivités des objectifs nationaux de maîtrise des dépenses publiques décidés par l'État. Si l'on comprend que l'État se fixe ses objectifs dans une volonté de respect de ses obligations et engagements européens, il est cependant inconcevable qu'il le fasse en imposant aux collectivités locales des efforts supplémentaires sans prendre en compte leur situation. Dans ce contexte de recettes à percevoir atones et d'un fort niveau des dépenses obligatoires, les orientations budgétaires visent malgré tout à maintenir les fondamentaux du mandat. En effet, la gestion prudentielle permet d'amortir la baisse brutale des recettes avec la réserve de DMTO que nous avons constituée. L'effort de désendettement important de début de mandat offre une capacité de mobilisation de crédit pour construire en 2024 les projets majeurs et maintenir les engagements que nous avions pris au service des Rhodaniens. Ce rapport marque donc la volonté politique de faire entendre la voix du département sur la nécessité de soutenir cette collectivité des solidarités et de l'aménagement du territoire face à la dégradation historique de sa situation financière. Ce rapport engage également un plan d'économie et d'optimisation pour que le département reste libre de ses décisions en termes d'investissement au service des Rhodaniens. Nous vous proposons maintenant d'entrer dans le détail, en commençant par les recettes. La loi de finances, qui cadre au niveau national l'évolution des concours financiers de l'État aux collectivités, ne prévoit pas de mesures favorables aux départements, malgré le contexte très tendu. Les recettes de fonctionnement du département du Rhône sont estimées
à ce stade de la préparation budgétaire, à plus de 488 millions d'euros avant activation des leviers que sont la reprise des réserves DMTO et de l'emprunt. La dynamique des ressources des recettes prévues en 2024 est très faible, de l'ordre de 0,8%. Cette évolution est bien inférieure à l'inflation prévue par la loi de finances pour 2024, qui est à plus de 2,5%. Elle ne permettra pas de financer les dépenses obligatoires du département. Les recettes fiscales 2024 du département du Rhône devraient atteindre le même niveau que le montant constaté en 2023, soit aux alentours de 270 millions d'euros. La fiscalité transférée, avec sa composante majoritaire, qu'est la fraction de taxe sur la valeur ajoutée, est désormais, de loin, la principale recette du département. Les réformes fiscales de ces dernières années ont instauré une forte dépendance des recettes des départements au contexte économique, notamment au taux de croissance du produit intérieur brut. Au regard de ces difficultés à construire une prospective financière sur cette recette, le département du Rhône estime à ce stade la recette de TVA à 111,5 millions d'euros, soit avec un taux d'évolution de plus de 2,2%. Pour la fiscalité indirecte, l'évolution des DMTO est actuellement très incertaine au regard du contexte du marché immobilier. La recette est donc évaluée à ce stade aux alentours de 81 millions d'euros. Côté dotation de l'État, elle n'augmente pas en 2024, malgré la hausse des dépenses qui s'impose. La dotation globale de fonctionnement est ainsi anticipée à 48,5 millions d'euros, sans aucune prise en compte de l'inflation des dépenses. Regardons désormais le côté des dépenses. Elles sont en 2024 orientées à la hausse dans un contexte de fortes contraintes. Dans ce contexte, le département s'efforce de maintenir un mode de gestion responsable. Ainsi, les orientations budgétaires sont confrontées aux lignes directrices de gestion financière que le département s'est données il y a 2 ans. La ligne directrice de priorité aux finances des équipements indispensables est la priorité du mandat pour le développement de notre territoire et le bien-être de ses habitants. Le montant prévisionnel des investissements à financer est un point majeur pris en compte dans la construction budgétaire 2024, avec plus de 100 millions d'euros d'investissements qui sont projetés. C'est le montant le plus important budgété par le département du Rhône depuis 2015. La ligne directrice de poursuite d'une trajectoire de désendettement est maintenue. Déjà entamé sur le mandat précédent, le désendettement de la collectivité doit se poursuivre et s'inscrire dans une trajectoire. Le département s'est fixé un emprunt moyen annuel de 25 millions d'euros. Pour financer le pic d'investissement 2024 et notamment le plan Collège Neuf 2025, un emprunt estimé à environ 60 millions d'euros est envisagé au budget primitif 2024. Aucun emprunt n'a été souscrit en 2021 et 2022. La trajectoire de désendettement 2021-2027 est donc respectée. La dernière ligne directrice de maintien du niveau d'autofinancement est mise en tension par le contexte financier. Cette situation inquiétante a été dénoncée par le département dans son vœu lors de la séance du 21 décembre 2023. C'est une attitude responsable. Le département prévoit une révision de sa programmation des investissements 2021-2027 qui, à mi-parcours, doit prendre en compte le nouveau contexte financier et de la vie des projets tout en respectant les engagements pris. Ainsi, le département du Rhône prépare son budget primitif 2024 en intégrant de manière responsable
les augmentations des dépenses de fonctionnement dans ces compétences majeures qui subissent des contraintes exogènes, l'inflation, les décisions de l'État, afin de permettre de dégager le meilleur autofinancement possible. Toutes les autres dépenses sont examinées afin de trouver des économies pour l'exercice 2024, voire l'exercice 2025. Le pic d'investissement étant prévu pour ces 2 années. Les orientations budgétaires ont défini un niveau maximum de 480 millions d'euros de dépenses réelles de fonctionnement. Au regard de ces éléments, voici les principales orientations financières des politiques départementales qui pourraient se résumer à le département du Rhône, une collectivité volontariste dans un contexte contraint. Ainsi, le département cible l'affectation des ressources, en priorité aux dépenses contraintes, au niveau de justes dépenses, notamment pour les usagers des solidarités, établissements sociaux et médico-sociaux, collèges, SDMIS et voiries, ainsi que pour le financement des investissements stratégiques, qu'ils soient de projets, de maintien du patrimoine ou de soutien au territoire. Les dépenses sont donc travaillées avec une ligne de conduite de maximisation des impacts de chaque euro dépensé, c'est-à-dire respecter l'enveloppe de dépenses de fonctionnement fixée par politique, programme et projet, faire des économies là où c'est possible dès 2024 et engager de nouvelles pratiques pour atteindre des objectifs d'économie en 2025 dans le cadre de la démarche CAP 2025. Les politiques de solidarité représentent 57% du total des dépenses de fonctionnement du département du Rhône. L'évolution de ces dépenses sociales est soumise à des facteurs exogènes au département. Vieillissement de la population, mesures législatives, décisions nationales, dont nous n'avons pas la maîtrise de l'impact sur nos budgets. Le département prévoit ainsi l'application d'un taux directeur de plus de 3,5% pour les dépenses autorisées des établissements d'accueil des personnes âgées et handicapées afin de soutenir les établissements dans le contexte inflationniste. Ce taux, comme vous l'aurez remarqué, est supérieur aux années précédentes. Il était de plus 2,5 en 2023 et, avant 2023, plus 0,5. De plus, un nouveau foyer de vie sera également ouvert à Saint-Laurent-de-Chamousset et nous les aidons à hauteur de 500 000 €. Des moyens toujours importants seront consacrés à l'enfance dans un contexte social dégradé. Ainsi, force est de constater que la situation s'est particulièrement dégradée dans le secteur de l'aide sociale à l'enfance. Hausse de la vulnérabilité des publics nécessitant un accompagnement renforcé, augmentation de plus de 19% des informations préoccupantes en 2022 par rapport à 2021. Ce phénomène est constaté pour l'accueil de mineurs non accompagnés qui s'est emballé en 2023, que ce soit en arrivée directe, plus 35% en 2023 par rapport à 2022, ou par des réorientations provenant d'autres départements, plus 43% en 2023 par rapport à 2022. Concernant le RSA, le département pose une hypothèse de stabilité du volume de bénéficiaires dans la tendance constatée en 2023. Le paiement de l'allocation RSA est une dépense obligatoire et les orientations 2024 prennent en compte la revalorisation liée à l'inflation annoncée de 4,6% en avril 2024. Vous le savez, le département du Rhône prend à corps son rôle de chef de file des solidarités en faisant en sorte de répondre aux attentes sociales et aux besoins de ses citoyens les plus fragiles. Cependant, le département regrette que l'État n'assure pas la compensation de nombre de ces décisions qui ont un impact direct sur les finances des départements. À titre d'exemple, la non-compensation conduit ainsi à creuser le reste à charge des allocations individuelles de solidarité, APA, PCH et RSA, estimé déjà à plus de 9 milliards d'euros, tous départements confondus. 9 milliards d'euros. Concernant les politiques d'éducation et d'attractivité, le département concentre ses efforts sur le collège. Le budget consacré au fonctionnement des collèges est fortement concerné par l'inflation, comme vous en doutez. Augmentation du coût des équipements, hausse des dépenses d'énergie, hausse du coût des transports financés dans les dispositifs EPS et actions éducatives,
hausse du coût des repas dans les nouvelles délégations de services publics. Deux orientations guident donc la préparation du budget 2024 pour les collèges. Il s'agit d'une part de tenir l'engagement de 29 millions d'euros de dépenses payées en 2024 pour le plan Collège 2025, sur un coût global de 70 millions d'euros pour des collèges à vivre, durables et intégrés dans leur environnement. Il s'agit d'autre part de rechercher un juste équilibre entre dépenses et recettes de fonctionnement pour les collèges. Afin de limiter la tendance haussière des dépenses de fonctionnement, des mesures seront mises en œuvre dans l'objectif de recentrer le soutien spécifique du département pour l'accès à la restauration scolaire pour les seuls collèges publics et de rendre acceptable un partage de l'augmentation des coûts de la restauration scolaire entre le département et les familles. Comme dans le domaine des solidarités, aucun soutien spécifique n'a été envisagé par l'État pour les établissements locaux d'enseignement. Pour les politiques territoriales, le département continue à porter son rôle d'aménageur du territoire. Le département maintient son accompagnement au projet des communes et EPCI du territoire avec une enveloppe globale prévisionnelle de 17 millions d'euros. Il soutient également les acteurs agricoles par différentes mesures et notamment via une nouvelle convention avec la Chambre d'agriculture. Enfin, le programme d'action du projet alimentaire territorial sera validé et les actions devraient débuter dès 2024. Dans les domaines de l'eau et de l'environnement, des études sont projetées pour une préservation de la ressource et un développement de filières. Pour illustration, l'étude stratégique Eau et Rhône aujourd'hui et demain sera portée pour garantir la préservation et le partage de la ressource en eau, la préservation des espaces naturels, tout en répondant à la croissance démographique et économique et en s'adaptant aux changements climatiques et aux périodes de sécheresse. Enfin, un effort financier sera porté pour assurer l'entretien du réseau routier. L'année 2024 sera marquée par le transfert d'une portion de 29 km de la route nationale 7. Le budget est également marqué par le coût de l'inflation sur les frais des transports des élèves en situation de handicap et sur certains marchés, enduits, location de véhicules. Afin de limiter l'évolution des dépenses, des économies seront mises en œuvre dans les domaines de la signalisation horizontale, de l'entretien des véhicules et des chaussées. Dans le domaine des ressources, au-delà du contexte financier, des efforts importants sont engagés. Concernant la sécurité civile, de nouveaux efforts financiers sont validés en faveur du SDMIS. Un récent rapport confié à l'Inspection générale de l'administration montre l'inadéquation entre la croissance de l'activité des services départementaux d'incendie et de secours et des contraintes financières qui sont les leurs. La première cause de cette hausse d'activité est la désorganisation de notre système de santé et le retrait des services publics des territoires ruraux. Le département du Rhône regrette que la loi de finances 2024 soit restée muette sur les pistes de financement du SDIS proposées par l'Inspection générale de l'administration, malgré la sollicitation portée auprès des hautes sphères de l'État à ce sujet. Dans ce contexte, après une hausse de sa contribution de plus de 5% en 2023, le département du Rhône anticipe une nouvelle progression de son financement en 2024 dans des proportions identiques. Le département du Rhône porte l'enjeu de transformation numérique, domaine dans lequel on constate depuis plusieurs années le transfert des dépenses d'investissement en dépenses de fonctionnement. L'exercice 2024 concrétisera enfin la modernisation des bâtiments, de la flotte des véhicules et de l'équipement. À la fois ambitieux et responsable, le département porte son ambition de rajeunissement du parc automobile, énergivore et coûteux, par l'achat de véhicules d'occasion récents pour acheter mieux et optimiser nos ressources financières.
Dans la continuité de 2023, un plan de sobriété a pour objectif de limiter la forte hausse des coûts de l'énergie. Enfin, le coût de la dette est estimé pour 2024 à 38,8 millions d'euros. Il se décompose en 28,6 millions d'euros au titre du remboursement en capital et de 10,2 millions d'euros en charges d'intérêt. La dette vous est présentée tout en détail dans le rapport. Pour finir, concernant les ressources humaines, il est projeté un effort de maîtrise de la hausse de la masse salariale. Les lignes directrices de gestion en matière de ressources humaines soutiennent en 2024 une logique de maîtrise des dépenses, tout en s'inscrivant dans une volonté de maintenir une dynamique afin de ne pas compromettre la capacité d'action du département du Rhône. 2024 est donc une année de conciliation des enjeux budgétaires et de la dynamique des dépenses des ressources humaines, afin de maîtriser l'augmentation du budget consacré aux ressources humaines à environ plus de 2,5% au regard de la consommation 2023, soit le taux d'inflation prévu en loi de finances. L'orientation 2024 prend en compte les mesures nationales et une évolution tendancielle de la masse salariale, ainsi que les mesures volontaristes. Les principales évolutions en matière de ressources humaines sont présentées en détail dans votre rapport. Nous vous proposons maintenant de regarder l'équilibre du budget 2024 que la stratégie de gestion du département permettra d'atteindre malgré le contexte prospectif inquiétant. En effet, la prospective financière est un exercice par construction pessimiste. Elle a pour objectif de se projeter dans le temps et de regarder les marges de manœuvre potentielles du département ainsi que sa capacité à financer son programme global des investissements. Nous tenons à rappeler que le département s'est efforcé de respecter le cadre de la loi de programmation des finances publiques en maîtrisant l'évolution de ses dépenses réelles de fonctionnement, hors allocation individuelle de solidarité et aide sociale à l'enfance, à hauteur de l'inflation, moins 0,5 points. Avec les hypothèses posées, la prospective projette une épargne brute qui pourrait atteindre, au terme de l'exercice 2024, un montant prévisionnel de l'ordre de 28 millions d'euros, puis s'écrouler en 2025 à 14 millions d'euros. Un risque notable existe donc pour le département du Rhône de dégager à court terme et sous réserve de la confirmation des hypothèses retenues, une épargne nette négative. L'équilibre du budget 2024 est dans ce contexte basé sur une stratégie de gestion pluriannuelle des recettes. Ainsi, nous avions souhaité en 2023 de mettre en réserve 17 millions d'euros issus des recettes exceptionnelles des DMTO 2022. Cette mise en réserve avait pour vocation d'être utilisée en cas de forte dégradation de la situation financière du département. Dès lors, dès 2024, en raison de la crise du marché immobilier et des tensions inflationnistes sur les dépenses obligatoires, une importante reprise de réserve de DMTO devra être mobilisée pour équilibrer le budget et assurer le financement du niveau important d'investissement engagé tel que cela a été présenté. Par ailleurs, l'exercice 2024 sera construit en inscrivant un montant d'emprunt au budget estimé à ce stade à environ 60 millions d'euros et destiné à couvrir les dépenses d'équipement de l'exercice. Chers collègues, les orientations budgétaires 2024 s'établissent entre le souhait de réforme structurelle du modèle de financement des départements et les décisions pragmatiques d'économie en réponse à la situation conjoncturellement inattendue par son ampleur. Elles sont le fruit de la stratégie financière posée en 2021, qui a fait de la bonne gestion au service des investissements essentiels pour les Rhodaniens la ligne politique et financière de notre mandat. Ces orientations budgétaires intègrent la situation conjoncturellement déséquilibrée qui conjugue une baisse des recettes de DMTO en deçà d'un plancher estimé pour le département du Rhône entre 85 et 90 millions d'euros, avec une recette prévisionnelle de DMTO à 81,5 millions d'euros. Et des engagements en matière d'investissement
qui s'élève à plus de 90 millions d'euros pour répondre aux défis du territoire, la démographie scolaire, la sécurité routière, l'aide aux communes et aux investissements agricoles, la ressource en eau et également la sobriété énergétique. Le département répond aux déséquilibres conjoncturels en mobilisant les marges de manœuvre constituées avec une reprise de réserve de DMTO et une mobilisation d'emprunt prévue dans sa stratégie financière. Parallèlement, les départements doivent faire face à une évolution des dépenses que l'on peut qualifier de structurelle. Niveau de demande sociale pour les services de solidarité et hausse des coûts de production des services liés à l'inflation, restauration, financement des établissements sociaux et médico-sociaux, SDMIS, travaux d'entretien des routes, augmentation des salaires. Étant donné la composition du bouquet de recettes et la perte de sa dynamique passée, mais aussi l'absence de hausse structurelle des dotations de l'État, l'évolution de nos recettes n'est pas suffisante face à des dépenses en hausse imposées et durables. Le département du Rhône fait donc face, autant que faire se peut, à ce changement structurel et dans la continuité d'une gestion responsable et pluriannuelle, il s'engage dans une démarche pour réaliser plus d'efforts d'économie sur les dépenses de fonctionnement à travers de la démarche CAP 2025 et une révision, comme cela a été déjà annoncé, de notre programmation pluriannuelle des investissements intégrés dès le budget 2024 pour atteindre un montant maximum estimé à 380 millions d'euros pour la période 2024-2027. Mes chers collègues, ces défis sont à relever par des décisions fortes et responsables qui devront être portées collectivement dans le cadre du budget primitif 2024. Voilà les conclusions, Monsieur le Président et mes chers collègues, de ce débat d'orientation budgétaire. Merci Madame la Vice-Présidente, merci Monsieur le rapporteur général du budget, merci pour vos explications, merci pour les travaux de préparation de ces documents, mais je voudrais associer les services. À travers vous, Madame Hentin, c'est tous vos collaborateurs qui suivent, qui construisent ce budget, bien sûr, sous l'œil du directeur et avec aussi celui, la responsable de la pairie départementale. Je vais laisser la parole à Daniel Pommeret pour le groupe centriste. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je voudrais tout d'abord m'associer à vos félicitations et remerciements aux rapporteurs et aux services pour la clarté de la présentation qui vient de nous être faite. Cette présentation du rapport sur les orientations budgétaires de notre collectivité a en effet clairement exposé les problématiques du budget 2024 à venir et les enjeux importants auxquels il va nous falloir répondre. Dans le cadre du débat d'aujourd'hui, je voudrais souligner à mon tour plusieurs sujets d'inquiétude ou pour le moins d'incertitude que les rapporteurs ont d'ailleurs relevés. Le premier sujet n'est pas nouveau, c'est la perte de l'autonomie fiscale des départements. L'impossibilité pour nous d'assumer comme nous le souhaiterions nos choix stratégiques forts, comme par exemple le plan collège ou Rhône Mégawatt ou l'étude stratégie au Rhône ou encore le partenariat territorial. L'impossibilité pour notre collectivité de moduler nos recettes fiscales en fonction de nos volontés politiques, en les augmentant ou en les baissant. Nous n'avons plus le contrôle de nos recettes et malgré cela, avec les recettes qu'on nous alloue, nous devons agir prioritairement dans le cadre de nos compétences de base, comme les personnes âgées, les personnes handicapées, le RSA, la voirie départementale, le SDMIS et d'autres encore, mais aussi, comme je viens de le dire, permettre la concrétisation de nos choix stratégiques. Deuxième sujet encore plus problématique, les recettes qui nous ont allouées sont aléatoires et nos dépenses sont structurelles. Nos recettes sont aléatoires, comme les DMTO qui dépendent d'un marché immobilier que nous ne maîtrisons pas, et dans le même temps, les besoins des personnes âgées ou des personnes handicapées sont structurels et ne sont en aucun cas liés à la conjoncture du marché immobilier local. Pire même, nos recettes et nos dépenses sont parfois dans des logiques contradictoires, comme la recette de TVA qui progresse avec l'activité économique et qui baisse en cas de ralentissement économique, et nos dépenses de RSA qui suivent exactement la trajectoire inverse. Alors ceci étant dit, que dire du budget 2024 à venir? Que nous devrons obligatoirement prendre en compte la baisse prévisible de nos recettes de DMTO, la non-augmentation de la TVA, voire une légère baisse de 2,5 millions annoncée, que parallèlement, la hausse des dépenses de fonctionnement est inéluctable car elles sont liées à des facteurs exogènes qui ont été exposés,
même si certaines sont justifiées, comme l'augmentation des frais de personnel ou l'indexation des taux directeurs pour les établissements PAPH, il nous faudra en subir d'autres, comme la poursuite des impacts de l'inflation ou le coût de l'énergie. Tout cela va nous conduire à devoir réduire nos autres dépenses sans renier néanmoins notre ambition de service public. Notre groupe se félicite, Monsieur le Président, du choix de notre collectivité d'assumer totalement ses responsabilités dans le domaine social, quitte à faire des efforts solidairement sur d'autres actions. Par exemple, l'augmentation significative du taux directeur est un message de confiance et de responsabilité envoyé à tous les acteurs du secteur. Dans le même temps, il faudra bien évidemment ajuster d'autres actions. C'est normal et ce sera compris. Je suis certain, par exemple, que les communes comprendront que le bonus de 500 000 € accordé en 2023 ne pourra pas être reconduit en 2024 et qu'elles apprécieront, au contraire, le maintien des 10 millions d'euros affectés au partenariat territorial. Chacun comprendra sans nul doute que le budget à venir devra également nous permettre de répondre à nos ambitions d'investissement, notamment et prioritairement en matière de collège, mais sans pour autant trop réendetter notre département qui fait tant d'efforts depuis bientôt 10 ans pour ramener cet endettement à un niveau raisonnable. Faire autant, mieux parfois, avec moins de moyens, l'enjeu est immense, l'exercice sera complexe. Ce sera donc un budget difficile, mais responsable, social et solidaire. Je conclurai, Monsieur le Président, chers collègues, en exprimant 2 messages au nom de notre groupe. Le premier est que nous sommes disponibles pour travailler sans cesse avec vous pour trouver toute évolution, toute innovation dans nos stratégies et nos politiques qui permettrait à notre collectivité de poursuivre ses actions et pourquoi pas de dégager des moyens pour faire encore plus et mieux que ce qu'elle fait déjà très très bien actuellement. Le deuxième message, plus immédiat celui-là, est que nous partageons pleinement les orientations budgétaires 2024 que vous nous avez présentées et que nous tiendrons sans hésiter les décisions à prendre pour établir le budget 2024 qui sera proposé. Notre groupe se veut aussi être solidaire et acteur de notre politique départementale. Merci, Président. Je dirai quelques mots après, mais je voudrais à travers vous remercier tous les membres de votre groupe, dont le soutien ne nous a jamais fait défaut à l'autre groupe, le groupe majoritaire. Mais en fait, il n'y a pas de groupe majoritaire, il y a une assemblée départementale. Et pour lequel, même si nous relevons d'un statut assez particulier, nous ne sommes que 2 en France, avoir un fonctionnement comme celui-ci sans opposition. Mais il n'en demeure pas moins que les idées sont les idées et que toutes les idées sont bonnes à prendre. Et vous avez fait quelques points, je dirais, de vision de ce que sera notre budget. J'en dirai quelques mots après. Je vais laisser la parole à Julie Vermerle pour parler au nom de l'autre groupe. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, alors je voudrais tout d'abord m'associer aux remerciements pour nos collègues Patrice Verchères, les rapporteurs, et Sylvie Épinal, ainsi que tous les services pour l'élaboration de ce débat d'orientation budgétaire dans un contexte financier difficile et fait d'incertitudes. Les propos tenus lors de ce débat d'orientation budgétaire pour l'année 2024 ne surprendront personne. Cela fait en effet de longs mois que nous alertons sur la situation financière difficile des départements de France et le Rhône ne fait malheureusement pas exception. Nous avions également prévenu au cours des dernières années que la perte d'autonomie fiscale des départements, décidée unilatéralement par l'État, impliquait un risque avéré en cas de dégradation de la conjoncture économique nationale. Et cela s'est malheureusement confirmé très rapidement. Cette situation était prévisible puisque les dynamiques de recettes et de dépenses des départements sont inversées. Lorsque la situation nationale se dégrade, nos recettes chutent alors que nos dépenses sociales augmentent. C'est le cas depuis 2 ans, un contexte inflationniste fort, aggravé par la baisse importante des recettes et principalement les DMTO perçus du fait de la crise immobilière, et en parallèle la hausse des dépenses sociales obligatoires. L'effet de ciseaux est brutal. Nous avions placé ce mandat sous le signe de l'investissement, avec une programmation pluriannuelle ambitieuse, conséquence de la bonne gestion financière des années précédentes. Cette situation budgétaire inattendue nous contraint à réviser la trajectoire prévue dans notre programme pluriannuel d'investissement.
Nous devons désormais prioriser les investissements indispensables pour notre territoire et reporter ce qui peut l'être, en espérant un contexte plus favorable et sans renoncer pour autant aux engagements pris jusqu'à 2027. Malgré une capacité d'autofinancement mise à mal, la trajectoire de désendettement de la collectivité respectée les années précédentes nous autorise au moins à avoir ponctuellement recours à l'emprunt. Parce que dans le même temps, nous souhaitons bien sûr maintenir nos politiques publiques de qualité en faveur des Rhodaniens, ainsi que nos partenariats avec les communes et EPCI du Rhône, qui sont des vecteurs d'économie et d'amélioration de qualité de vie importants. Le vote du budget primitif nous donnera l'occasion de présenter plus en détail les actions prévues par le département pour 2024. Notre groupe, Monsieur le Président, soutient les orientations de ce rapport et prend acte de la réalisation de ces débats d'orientation budgétaire. Merci, Monsieur Viemerle. En effet, comme vous l'avez dit, nous voterons le budget le 29 mars. Un budget pas facile à faire, hein, mais qui sera fait. Ça a été dit par beaucoup d'intervenants. On est soumis à des baisses importantes de ce qui peut nous aider à construire un budget, je dirais, qui sert à l'intérêt général. On a voté il y a quelque temps une motion pour alerter le gouvernement sur ce sujet, sur lequel je n'ai pas aujourd'hui de retour. On le fait, comme ça a été souligné, au quotidien à l'ADF. J'ai tenté de l'expliquer hier à Madame le ministre, mais il y a eu un décalage entre le message émis et le message reçu. Toujours est-il que, vous l'avez souligné les uns et les autres, c'est une année d'investissement fort sur les routes. L'aviation de Belleville se fera, Monsieur le maire de Belleville. Le pont de Condrieu est lancé. Madame May, vous l'avez dit, des travaux importants sont faits aujourd'hui à Chazay. 2 collèges, Monsieur le vice-président, sont lancés. C'était au départ 60 et quelques millions, et je pense qu'à la sortie, nous allons être à 80. Nous ferons ces 2 collèges, n'en déplaise à certains. Je crois que peut-être il serait bon de rappeler quelques chiffres dans le social. Parce que le social, c'est l'ADN d'un département comme le nôtre. Sur les 1900 agents, c'est 600 agents, mais c'est notre prérogative qui va de avant le carnet de naissance jusqu'à la fin de vie, en passant par tous ceux dont on nous demande de s'occuper. C'est pour l'URSA, c'est 37 millions d'euros, 35 millions,7. C'est pour les jeunes mineurs, c'est 8 millions. Pour les MNA, c'est 7,7 millions d'euros. À peu près 50 000 euros par enfant. C'est pour l'enfance tout confondu, c'est 46 millions. Pour l'autonomie, c'est 78 millions. Et puis tout ce qui est nos anciens, c'est 41 millions. Budget du social qui est en train d'exploser notamment dans l'enfance. Dans l'enfance maltraitée, l'enfance que l'on suit au quotidien, et lorsqu'il y a enfant maltraité, il y a souvent derrière femmes battues, mais c'est aussi le plot complet. Et je parle sous le contrôle, bien sûr, de Thomas Ravi, qui a une partie l'autonomie, mais tous ceux qui gèrent aussi, Madame Lafay, qui gère le RSA, et même si on a mis des contrôles draconiens, le taux est important, et si j'en crois ce qu'a dit M. Attal, nous allons récupérer encore une partie de ce qui est des prestations sociales pour les autres. Alors, bien sûr, on va essayer d'aller chercher un emprunt. Nous avons eu 2 jours de discussion avec les hauts fonctionnaires du Luxembourg pour essayer d'obtenir un prêt en dessous du prix de l'argent. Et j'espère que ces 2 auditions seront positives. Parce qu'acheter de l'emprunt à 4%, acheter de l'argent à 4 ou 5% ou l'acheter à 1%, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Après, certains ne comprennent pas qu'on puisse s'étonner qu'il faille donner 1,3 million de plus aux pompiers. Je suis désolé, mais l'argent que l'on prend, nous, c'est pas le nôtre. C'est l'argent public. C'est l'argent qu'on va chercher dans la poche du contribuable, et que dans cette vision globale de construire notre budget à 671 millions, toutes les économies sont bonnes à prendre. On les fait sur le personnel,
et je leur remercie de comprendre que tous les postes ne sont pas, je dirais, repris au même, à l'identique. C'est comme vous l'avez souligné, pour une première fois, le département du Rhône va acheter des voitures d'occasion pour faire des économies. C'est symbolique, mais c'est aussi une énorme économie pour le département. À chaque fois qu'on peut faire l'économie, on le fait sur les territoires, on le fait grâce aux agents qui comprennent. C'est un plan d'économie de 10 millions qu'on a lancé, parce que, je veux dire, nos finances sont extrêmement tendues, mais rien ne nous empêchera d'investir sur les territoires. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, malheureusement, il nous faudra toucher l'aide aux communes. C'est légitime, c'est ce qu'on avait, je dirais, rajouté l'année passée. Alors, on pouvait se dire, oui, on l'a rajouté sur la vente de nos parts de LPA. Bon, comme à Lyon, il n'y a plus de voitures, il n'y a plus besoin de parking, donc on a récupéré notre argent, et c'est pas, on n'a pas demandé à M. Valero de nous rendre ce qu'il a récupéré sur Paris, mais peut-être qu'il faudra y venir. Ça va arriver. En tout cas, il faut mieux le prendre avec ce côté comme ça. En tout cas, on assumera toutes nos responsabilités et le social ne sera absolument pas impacté. Les routes, Monsieur le Vice-président, seront dotées normalement des travaux qu'on a à y faire. Peut-être certaines choses seront reportées, c'est clair, mais c'est ainsi que va la vie. Je pense qu'on a pris acte de ce DOB, et si on a pris acte, Monsieur le Benjamin, vous avez pris acte, donc il est fait, et je vous en remercie, et donc nous allons redonner la parole à Monsieur Verchères pour le budget annexe. Oui, merci, Monsieur le Président. En effet, ce rapport a pour objet de vous présenter les orientations budgétaires pour l'année 2024 de l'Agence technique du département du Rhône et de vous inviter à en débattre. En effet, pour rappel, le succès de l'Agence technique qui propose aux communes, aux intercommunalités, aux syndicats de communes de nos territoires une offre de service en matière d'ingénierie publique nous a conduit à doter ces structures d'un budget annexe. Et les activités regroupées dans ce budget annexe sont, d'une part, celles de l'ingénierie publique dans les domaines de l'eau, la voirie, les bâtiments, et d'autre part, l'assistance technique à l'exploitation des systèmes d'assainissement. En 2024, de manière générale, le département poursuit son engagement dans l'accompagnement des collectivités en ingénierie publique, avec pour objectif de contenir les dépenses de fonctionnement, qui sont issues majoritairement de charges de personnel, bien entendu, l'intégration des recettes d'adhésion des collectivités, le maintien d'un haut niveau de recettes. Alors pour les dépenses, elles sont estimées à 1 082 000 € et concernent essentiellement les charges de personnel. Elles n'évoluent que marginalement et représentent une charge financière constante pour le département. Si nous faisons un focus sur les ressources humaines qui y sont consacrées, nous constatons que la structure possède 12 agents en position d'activité pour un effectif potentiel global de 17 agents. Le recrutement de 4 agents se fera en 2025 pour contenir les dépenses de fonctionnement en 2024. Du côté des recettes, elles sont de 4 types, et essentiellement composées de la participation du budget principal et des prestations facturées aux collectivités dites clientes. L'exercice 2024 sera donc le premier exercice complet de ce budget annexe qui a été créé l'année dernière et permettra de mieux évaluer les activités et la dimension de cette offre d'ingénierie offerte aux autres collectivités rhodaniennes et qui est fortement appréciée de nos communes. Monsieur le Président, voilà ce rapport. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? S'il n'y a pas de demande d'intervention, M. Vivimer, vous prenez acte? C'est fait. Je voudrais revenir d'un mot là, sur les économies. Je voudrais publiquement remercier Martine Pubillet, parce qu'elle m'a proposé que ce qui avait été prévu, je dirais, initialement sur la rénovation ou structuration du musée soit prolongé dans le temps, soit différé sur les 2 grandes opérations. Je voudrais te dire merci, Martine, parce que c'était un budget important, mais dans ce contexte, elle l'a fait spontanément et je voudrais le remercier publiquement. Alors, c'est toujours vous, Monsieur le rapporteur général, qui... Oui, Monsieur le Président. Du virement entre chapitres. C'est bien ça. Donc, en effet, conformément à l'instruction M57, ce rapport a pour objet d'informer l'Assemblée sur l'utilisation, par vous-même, Monsieur le Président, de la faculté qui vous est donnée par la délibération du Conseil départemental 031 de 2001, donc, de procéder à des virements de crédit entre chapitres sur le budget principal du département du Rhône, c'est ce que nous faisons notamment dans nos communes également. Ainsi, depuis la séance du 13 octobre 2023, 2 virements entre chapitres ont été effectués sur le budget principal pour un total de 902 500 € pour prendre en charge les dépenses de l'aide personnalisée à l'autonomie pour 900 000 € et le financement du département du Rhône des maisons France Service à hauteur de 2 500 €.
Après ces virements, les plafonds autorisés demeurent respectés et conformément aux exigences, cette information est donc présentée à notre Assemblée pour en prendre acte. Merci, on a pris donc acte et c'est Sylvie Épinat qui va parler des subventions au titre des fonds verts sur le rapport de 2004. Oui, Président, ce rapport a pour objet de vous inviter à solliciter pour l'année 2020, pour l'exercice 2024, des subventions auprès de l'État au titre de fonds verts. Le fonds vert qui accompagne les collectivités territoriales dans leur transition écologique est pérennisé jusqu'en 2027 et a été renforcé de 500 millions d'euros, enveloppe dédiée à la rénovation des écoles, pour monter à 2,5 milliards d'euros dès 2024. Au niveau local, la prioritisation des projets relève du préfet. Pour être éligibles à ces fonds, les projets doivent avoir un commencement d'exécution postérieur à la demande de subvention. Le financement accordé pourra être cumulé avec les autres dotations de l'État dans une limite de 80% de financement public pour un même projet. Par ailleurs, les projets dont le coût total est supérieur à 1,5 million d'euros hors taxes seront plafonnés à ce montant. Les projets présentés pour 2024. Donc pour 2024, il est proposé de déposer un dossier de demande de subvention au titre de fonds verts intéressant le projet de rénovation du collège Les 4 Vents à l'Arbrel. Ce collège, construit à la fin des années 1960 et agrandi en 1990, s'étend sur une superficie totale de 8 175 m² répartis sur 12 bâtiments. Ces derniers ont été très marqués par l'architecture et le système constructif de sa génération. Le projet a pour but de remettre le collège aux standards d'aujourd'hui sur les aspects techniques qui sont vétustes, mais également sur l'enveloppe du bâtiment. Cette opération, en 2 phases opérationnelles, répondra au minimum aux exigences du décret tertiaire et à un coût total estimé de 2 710 802 € hors taxes. Le plan de financement prévoit 1,2 million d'euros pris en charge par le fonds vert, 800 000 € d'emprunt et de 710 810 € d'autofinancement. Il vous est donc proposé de bien vouloir solliciter auprès de l'État l'attribution d'une subvention au titre du fonds vert ainsi que tout autre financement susceptible d'être alloué par d'autres organismes concernant le projet de rénovation thermique du collège Les 4 Vents à l'Arbrel à hauteur de 1 200 000 €. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce dossier? Après l'Arbrel, moi j'aimerais bien qu'on pousse le dossier de Hans, monsieur le maire, où on a une exiguïté de cantine et une exiguïté de locaux. Celui Bassenon, monsieur le maire de Condrieu, et puis Charpak à Branda, qui est aujourd'hui victime de son succès sur le territoire. Donc, qui vont nous amener à modifier ces 3 collèges. S'il n'y a pas d'intervention, je mets le rapport aux voix. Pas d'abstention, il est adopté à l'unanimité. Sur le 1005, c'est moi qui vous le présente, ce sont des organismes extérieurs. C'est comité de suivi de la programmation de convention du Massif central, c'est Madame Lafay. Le comité de Massif central, alors c'est encore autre chose, c'est toujours Madame Lafay avec Colette Darfin comme suppléante. C'est parce que vous êtes proche du Massif central que vous allez dans le Massif central, Madame Lafay? C'est parce que... C'est parce qu'on aime les montagnes. Ah d'accord, pas russe, hein. C'est pas tendance. Hein. Et puis conseil d'administration des 2 fleuves, l'ex-directeur de votre structure pour le monde du handicap a démissionné du fait de son changement de vie professionnelle. Et c'est monsieur Hervé Bonin qui sera le représentant de cette structure, enfin du monde du handicap, à l'OPAC. Pas d'intervention, pas de demande d'intervention, et le rapport est adopté à l'unanimité. Et c'est Patrice Verchère qui revient sur le devant de la scène sur le 2001. Merci, Monsieur le Président. Sur le Lyon-Turin. Sur le Lyon-Turin, et vous aimez rappeler qu'on ferait mieux de l'appeler le Turin département du Rhône, puisqu'en fait, il ne passe pas par Lyon, puisqu'il arrive à Saint-Exupéry sur un canton qui est fort apprécié de Daniel Valero notamment.
On pourrait appeler, Sous même le bois, l'appeler c'est le Turin Colombie-Saulieu. Oui, tout à fait. Ça sera encore plus exact. En tout cas, il arrive bien sur le département du Rhône. Et Monsieur le Président, comme vous l'aviez rappelé il y a déjà quelques mois, avec notre participation et notre adhésion au comité pour la Transalpine Lyon-Turin, puisque c'est comme cela qu'elle s'appelle, et bien aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape. Vous le savez, ce projet est un projet majeur pour nos deux pays, que sont l'Italie et la France. Majeur parce qu'il va y avoir du report modal sur ce train et sur ce réseau ferroviaire qui engendre aussi beaucoup d'autres changements, parce que ça va aussi avec le céphale. Voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte avec ce Lyon-Turin. Et l'État avait une problématique. La problématique de l'État, c'était de boucler le financement pour pouvoir effectuer les études d'avant-projet détaillés de la section française, puisque, il faut bien le reconnaître, autant l'Italie est en avance, autant en France, nous sommes plutôt en retard sur ce projet de dimension européenne. Et qui a toute son importance à tel point que l'Europe finance de manière très importante cette phase d'études. Le coût total de ces études sont de 220 millions d'euros. L'État s'est engagé à hauteur de 85 millions d'euros. Le reste est partagé pour les collectivités locales à hauteur de 45 millions d'euros. Et le reste, c'est pris en charge par le budget européen. Donc Dieu sait si c'est quelque chose qui est porté, mais force est de constater que l'État, qui connaît aussi des difficultés financières, n'arrivait pas à boucler ce budget, et cela allait amener à perdre non seulement le soutien de l'Union européenne, mais également certaines DUP qui existent déjà sur ce tracé. Donc vous avez, Monsieur le Président, siégé à une réunion avec Madame la préfète de région, moi-même et un certain nombre de partenaires. Le département du Rhône a décidé de participer à la hauteur de nos capacités financières, comme on l'a rappelé, quand même très contraints, mais au regard de l'intérêt de ce projet, et notamment pour nos entreprises, parce que là aussi c'est un gage de développement économique et de développement tout court pour le département du Rhône, mais pas que, bien entendu. Donc nous nous engageons à une aide de 1,5 million d'euros pour ces études, donc ça peut paraître modeste, mais au regard de notre budget, c'est très important, et c'est un signe qui a été donné, que vous avez souhaité et que nous avons souhaité donner pour la réalisation de ce Lyon-Turin. On rappelle qu'une fois que ces études faites, le coût pour ce projet de notre côté est de 9 milliards d'euros, et nous avons bien insisté lors de la réunion qu'il était impossible pour nous demain, bien sûr, de cofinancer des travaux à hauteur de 9 milliards d'euros. Ce serait même si on apportait 1 million d'euros, il y aurait peu de prise sur le projet. Mais c'est important de le rappeler. Nous avons joué le jeu au même titre, il faut bien le dire, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a mis le paquet également. Certains départements n'ont pas voulu y aller, mais je pense que c'est aussi la démonstration qu'il y a aussi une bonne relation entre le département et la préfecture de région. Je pense que c'est important également. Nous espérons donc que la préfète saura le rappeler, notamment pour l'obtention du fonds vert que nous venons de solliciter, parce que voilà, c'est aussi un peu la pratique et le jeu. Voilà, mais en tout cas, pour le département du Rhône, je pense que c'était une bonne chose. Nous payerons en 3 fois, en 3 annuités de 500 000 euros. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais vous dire sur ce rapport. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Monsieur Valero, vous qui Oui, êtes je voudrais directement juste concerné géographiquement. Bien sûr, il est sur notre territoire, sur notre canton. Mais ce n'est pas que pour ça. J'ai assisté à différentes réunions, notamment j'ai représenté la Comcom et le département à des réunions métropolitaines. Il me semble que la métropole, sauf si elle a changé d'avis, ne participe pas à ces études. La ville de Lyon non plus. Donc j'ai émis l'hypothèse qu'on pouvait changer simplement le nom du Lyon-Turin et l'appeler différemment. J'attends la réponse. Oui. D'abord, je voudrais revenir sur les mots de Patrice. C'est vrai qu'avec la préfète, on a beaucoup travaillé. Il y a eu une série de réunions, je dirais, importantes.
j'ai même essayé d'expliquer à certains de mes collègues présidents de département qu'il fallait qu'ils rentrent dans la boucle. Pour certains, ça a fonctionné, pour d'autres, ça n'a pas fonctionné. Merci de votre allusion à nos amis de la métropole, qui sont des adeptes du train, mais qui ne le financent pas. Comme ça. Vous l'avez souligné, on payera en 3 fois. Alors, je ne sais pas si on aura un jour un changement de nom, mais je pense que le département a bien fait. C'est de l'aménagement du territoire. C'est une vision de ce que peut être le département du Rhône avec l'arrivée à Saint-Exupéry de ce sillon alpin qui bénéficiera à tous les autres trains. Ça va libérer des sillons. C'est ce que nos amis de la métropole auraient dû comprendre. Bon, voilà, on le fait. Alors, j'ai quand même juste une petite malice. Quand la nation interdit à certaines collectivités comme les nôtres d'aller sur l'économie, je vois que l'État ne se rappelle pas de ce que fait la nation et que l'État vient nous chercher pour payer les projets qui sont économiques. C'est une espèce d'incongruité de notre République. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais en tout cas, j'espère que, chers collègues, vous le comprenez ainsi et que notre participation sur ce projet, qui est un projet européen, et c'est vrai que vous l'avez souligné, c'est la région qui a donné le dernier boost, a donné, je dirais, le dernier financement. L'État français a fait aussi. Hein, on a eu un petit changement de ministre qui a fait que jusqu'à la dernière minute, c'était un peu compliqué. Mais en tout cas, la préfète de région s'est énormément investie sur ce sujet. Vous allez me dire que ça passe sur son territoire, dans sa région dont elle a la charge, je dis, administrativement, et elle a beaucoup travaillé là-dessus. Voilà, donc je mets le rapport aux voix. S'il n'y a pas d'intervention, pas de vote contre, pas d'abstention, il est adopté à l'unanimité. Et c'est toujours vous qui prenez la parole. C'est votre jour. Hein, c'est mon jour. Alors, c'est le dernier rapport que je présente. Hein. Voilà. Je rassure mes collègues. C'est bon d'avoir en charge avec votre collègue l'argent du département. C'est-à-dire que voilà, vous avez la vision de tout le département. Et jusqu'à Turin. En tout cas, Monsieur le Président, ce rapport ne coûte rien au département. Je tiens à le préciser. En effet, c'est un rapport qui vise à adopter une convention entre le département et l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, le CITRAL Mobilité, pour des petits travaux d'aménagement de voirie. Alors déjà, en 2022, nous avions signé un partenariat avec le CITRAL Mobilité pour la réalisation de travaux de mise en accessibilité ou de sécurité des arrêts de car sur la voirie départementale, bien entendu. Donc là, elle était pour 2 ans. Aujourd'hui, nous vous proposons une convention qui vise donc à renouveler ce partenariat d'une durée de 1 an, reconductible tacitement 5 fois 1 an. Elle est établie sur la base des évolutions que CITRAL Mobilité va mettre en œuvre dans le cadre de sa nouvelle offre de transport qui s'appuie sur une restructuration importante du réseau des cars du Rhône et de la continuation entre l'agglomération lyonnaise et les TCL et le reste du département. Alors, la plus grosse difficulté est quand même de trouver des chauffeurs, puisque s'il y a une volonté du CITRAL Mobilité d'être beaucoup plus présent encore sur les lignes régulières ou autres, il n'en reste pas moins qu'il y a une difficulté majeure, mais c'est vrai pour toute la France, de trouver des chauffeurs. Donc c'est l'occasion aussi de mon côté de rappeler qu'il y a des postes ouverts. Donc là, nous partons sur des petits travaux. Il y en a 313 qui ont été ciblés. Vous les avez en annexe de la convention. Alors ça va de la sécurisation de l'arrêt de bus, de la mise en place d'un certain nombre d'équipements autour de ces arrêts de bus, en sachant que la partie arrêt où se protègent les usagers, les abribus, restent au département, puisque le département ne délègue pas ces abribus au CITRAL. On l'a encore affirmé pas plus tard qu'hier. Je crois que c'est important. C'est aussi un outil de communication pour le département, puisqu'il y a les affiches à l'intérieur. Et pour ces abribus, bien sûr que
nous aurons aussi, nous avons dans la convention, nous donnons la possibilité de mettre des informations citrales, parce qu'il faut bien qu'il y ait des horaires, bien entendu, des bus à l'intérieur de nos abribus. En tout cas, le coût financier prévisionnel global est de 2 500 000 € hors taxe, soit 3 millions d'euros TTC pour des aménagements à réaliser sur la période de convention. Et le Citral Mobilité nous rembourse bien sûr sur la base du hors-taxe, puisque nous allons récupérer la TVA, mais il y a une petite majoration de 2%, puisqu'on ne récupère pas 100% de TVA, comme vous le savez. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais dire à l'Assemblée départementale. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Deux points quand même, 2 points de vigilance. Le premier, c'est que sur les petits travaux, je suis d'accord. Mais après, parfois, ils ont des visions d'aller plus loin en termes d'aménagement et de voirie bus. Et que là, je vous demande, Monsieur le Vice-président, de regarder les dossiers, et notamment là où on a fait des travaux, nous, en amont, notamment sur des problèmes de rond-point. Je veux bien, il est normal qu'on fasse des travaux, nous, mais ils ne peuvent pas être, je dirais, modifiés quelque temps après. Et je reconnais qu'il faut faire passer les bus. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis, vous avez bien fait de souligner l'autre vision que je partage sur les abribus. Ils sont à nous. J'avais dit, du reste, à l'époque, à la région, qu'ils étaient à nous, puisqu'ils souhaitaient aussi, je dirais, ce sont des outils de commission. Alors après, qu'on les harmonise, il n'y a aucun souci, notamment en termes d'horaire, de panneaux, d'indications, je dirais, réduire le nombre de poteaux qui font la signalisation, il n'y a pas de souci. Mais sur ce qui est notre visibilité à nous, je souhaite qu'on la garde dans le mandat d'après. Ceux qui seront là, ils feront comme ils voudront. Voilà. Mais pour le moment, on est un jeune département qui n'a que 8 ans. Donc il faut qu'on continue à communiquer avec nos mots à nous. Je vous mets le rapport au voix, pas d'abstention, pas de vote candidat adopté à l'unité. Et c'est Colette Darphin qui va nous parler d'agriculture. Et je proposerai à Patrice Verschère de se déporter parce qu'il concerne une structure dont il a la charge. Et Annick. Avec Annick. Voilà, peut-être que le buffet est ouvert, vous pouvez commencer à nous dire. Voilà, c'est comme tout dans la vie. Madame la première vice-présidente, j'ai de la chance aujourd'hui, j'ai 2 femmes à côté de moi. Profiter de l'absence du maire de Tarare. Un rapport important, important financièrement et important pour notre département. La rénovation et l'extension de l'abattoir Rhône-Ouest et de l'atelier de découpe et de transformation à Saint-Romain-de-Popey. Ce projet structurant s'inscrit dans la politique agricole et alimentaire de l'accord pour la relocalisation de la production et le développement des capacités d'approvisionnement locales. Donc, je vous rappelle le contexte du projet. L'accord est propriétaire de l'abattoir Rhône-Ouest et acquis en 2023 l'atelier de découpe adjacent afin de porter un projet global et proposer à terme un service complet aux usagers, un site de proximité et essentiel à l'économie locale. Face au vieillissement des matériels, aux capacités d'abattage à saturation et surtout à la fermeture programmée de l'abattoir de Corba, l'accord a décidé de rénover, agrandir et transformer ces 2 structures. Ce projet va faire passer la surface des bâtiments de 2500 à 4030 m² et permettra à moyen terme de créer une dizaine d'emplois sur l'atelier de découpe et de transformation. Donc, il est prévu que les travaux démarrent au second trimestre 2024 et s'achèvent fin 2025. La rénovation de l'abattoir vise à augmenter les capacités d'abattage, de stockage, améliorer le bien-être animal et les conditions de travail. Et la capacité passera de 3200 tonnes par an à 4500 tonnes par an. L'atelier de découpe, sa rénovation consiste en la création d'ateliers séparés pour la découpe des bovins et des porcs, l'accroissement de la capacité de transformation de stockage et la création d'un atelier de 3e transformation comprenant une ligne de fabrication de steak haché. Et également la création de communs, bâtiments de stockage et optimisation énergétique. Le soutien financier au projet. Donc, pour toutes ces raisons, le département réaffirme son adhésion et son soutien à ce projet. Il s'agit bien d'un outil unique, mais nous avons 2 plans de financement bien distincts présentés par l'accord, l'abattoir et l'atelier de découpe. Ces 2 plans de financement visent à limiter l'autofinancement de l'accord afin de limiter la taxe d'usage et permettre à ce nouvel outil d'être concurrentiel. Donc, l'abattoir, c'est une opération qui s'élève à 7 842 400 € et le département abondera à hauteur de 395 000 €. Et ça s'inscrira dans le cadre de la convention entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et le département en matière de développement économique pour les secteurs de l'agriculture, de la forêt et l'agroalimentaire,
convention que nous avons signée le 21 février 2023. Et la rénovation de l'atelier de découpe s'élève à 3 228 400 € et le département aidera à hauteur de 405 000 €. Donc pareil, dans la même convention qu'on a avec la région. Et également, ce premier financement s'inscrit dans le cadre du CPER 2021-2027. Donc aujourd'hui, un deuxième financement de 155 000 € qui s'inscrit dans le cadre de la convention entre la région Rhône-Alpes et le département. Un avenant à la convention Pacte 2 de l'accord est proposé pour traduire ce soutien supplémentaire du département de 155 000 à cette opération et figure en annexe 2 du rapport. Donc au total, le département interviendra à hauteur de 800 000 € sur ces deux équipements. Ces subventions importantes confortent le soutien historique du département en faveur du développement local et de la ruralité, qui se traduit par une politique volontariste d'accompagnement de l'agriculture rhodanienne et de toutes ses filières, et notamment plusieurs dispositifs déployés par le département. Donc on a des partenariats avec les organisations professionnelles agricoles, dans le cadre également du Pacte 2, et dans le cadre du contrat de plan État-région, dans le cadre du PSN 2023-2027, donc sur toutes les lignes, et notamment celle transformée et valorisée de notre production agricole. Et puis notre projet alimentaire de territoire, sur lequel l'abattoir occupe une ligne importante, produire et consommer dans le Rhône, favoriser le développement des circuits courts et vise à accroître les débouchés locaux pour les filières rhodiennes. Cet abattoir sera le seul du département et la métropole. C'est le seul outil à disposition de nos agriculteurs pour la transformation de leur production. Donc affichons haut et fort notre soutien pour des produits made in Rhône. Compte tenu de ces éléments, je vous remercie d'accepter ce rapport tel qu'il a été présenté, d'approuver les deux conventions assignées entre le département et l'accord et d'autoriser notre président à engager les dépenses à la réalisation de ce bel investissement. Il y a une demande d'intervention. Pas de demande d'intervention pour mémoire. Saint-Romain-de-Popey risque d'être le dernier abattoir du Rhône. Corbin va fermer. Ferme. Ce sera le dernier et on ne peut pas soutenir les filières comme on les soutient sans qu'il y ait sur le territoire la possibilité d'abattre. Autrement, c'est la Loire. On ne peut pas soutenir les circuits courts. On a par exemple dans ce canton un des plus gros producteurs bovins du Rhône. Et que s'il n'abat pas à Tarare, où est-ce qu'il va, comment il fait? Enfin, il va ailleurs, il paye et voilà. Donc je pense que ce financement sur 3 ans n'est pas quelque chose d'incongru. C'est une forme d'économie aussi qu'il faut soutenir. Voilà. Donc je mets le rapport aux voix tel qu'il vous a été présenté. Pas d'abstention, pas de vote contre. Il est adopté et voté. Monsieur le maire de Villefranche, peut-être que ça pourrait aussi vous inspirer pour ce qui sera la rénovation de votre marché couvert, qui est le plus grand, le seul du département du Rhône, pour lequel je sais que vous avez des travaux, et je pense qu'il serait normal que le département y apporte sa contribution. Allez, je vous en remercie, Monsieur le Président. On vous transmettra bientôt la demande officielle avec... J'étais à Villefranche hier, on m'en a parlé, donc vous voyez... oui, je sais, je ne peux pas m'empêcher quand je vous vois de vous demander de l'aide, mais... Bon, moi, j'ai essayé d'obtenir des sous de l'État, ça n'a pas marché, mais bon, je me suis débrouillé tout seul, c'est le cas pour le marché, c'est le cas de le dire. Alors, on change de commission, on passe à une politique d'éducation et d'attractivité, commission de Madame Hernandez, et c'est toujours Madame Darfin, mais en binôme avec Monsieur Valero, qui va parler de consommer local, ça s'apprend, et si on a un abattoir, on pourra consommer encore plus local. Tout à fait. Donc nous voulons soumettre à votre approbation un nouvel axe fort de la politique départementale visant à favoriser une éducation nutritionnelle à destination des enfants et des jeunes, privilégiant le recours des produits locaux de saison. Donc un premier dispositif de la fourche à la fourchette, c'est une expérimentation qui a été lancée en 2023, qui visait à organiser la rencontre entre des collégiens demi-pensionnaires et des agriculteurs dont les produits sont proposés au restaurant de l'établissement. 2 films ont été réalisés par les collégiens et leurs enseignants, avec le soutien du département, permettant de valoriser le rôle des agriculteurs dans le circuit d'approvisionnement des restaurants scolaires et sensibiliser les élèves sur la provenance de leurs repas. Donc les 2 collèges qui avaient été retenus, c'était le collège de la Platière à Tizy, qui a fait binôme avec le GAEC de la ferme de Joinnon pour les produits laitiers, et le collège Val d'Argent à Sainte-Foy-l'Argentière avec le GAEC Barra de Renault, également pour des produits laitiers. Donc il nous est demandé de prendre acte de ce bilan de cette action. Je donne la parole à Daniel. Il continue. Oui, merci Colette. Je voudrais rassurer mon binôme Christine. C'est juste pour cette délibération que je suis avec Colette, hein, je ne la laisse pas tomber. Un concours chef en œuvre 100% local. Oui.
Un 100% local, ça c'est nouveau aussi. Alors, Chef en herbe, vous le savez tous, c'est pas la première fois qu'on vous en parle, mais cette fois, on est dans le 100% local et on l'organise avec des collèges volontaires. Il propose donc aux collégiens de 5e, c'est important, de cuisiner en binôme, eux aussi. Et le but est de sensibiliser les élèves au bien manger, à la valorisation des produits locaux et d'attirer leur attention sur les métiers de la gastronomie. Alors, le thème cette année, ça a changé, parce que nous avons un plat et un dessert. Et avec, bien entendu, des produits 100% locaux. Alors, il faudra faire attention les gens qui sont dans le jury, parce qu'avant, on n'avait qu'une chose à goûter, là, on en aura deux. Si on mange tout, on risque de faire un peu une overdose. Mais quand c'est bon, on ne compte pas. Donc, pour cette 6e édition, l'accent est mis sur, d'une part, l'approvisionnement de territoire et de saison, avec, pour chaque épreuve, le travail de produits locaux issus du département du Rhône, bien sûr, et puis d'autre part, sur la créativité et sur l'importance du visuel dans l'animation. Les candidats réaliseront des recettes créatives sur les thèmes suivants. Vous avez même le détail. Un plat à base d'œufs avec son accompagnement local. Est-ce que les œufs viendront du département du Rhône? On espère. Et une tarte aux pommes revisitée. Les légumes et fruits seront fournis par des producteurs rhodaniens. 3 exploitations ont été contactées. David Perel, Gaec, Jardin Fleurinois pour les légumes. C'est sur Fleurieux-sur-Arbrel. Famille Pain, Gaec du Grand Air pour les légumes aussi, Saint-Germain-Nuel. Et puis ERL Charin pour les pommes, Chazet d'Azergues. Tu connais par cœur. Ces 3 exploitations ont été aidées par la politique PENAP, protection des espaces naturels et agricoles périurbains du département. Et puis, les producteurs seront mis en avant le jour du concours en tant que parrains et feront partie du jury de la finale. Le département a reçu 24 candidatures et les 6 collèges retenus, puisque c'était des collèges volontaires, je vous le rappelle, pour la finale du 3 avril au collège Alexis Candelaft à Chazet d'Azergues sont les suivants. C'est important de les connaître. Donc nous avons à Cours-la-Ville le collège Brossette, à Vaugneray Notre-Dame-des-Vallons, à Villiers-Morgon Jean-Claude Ruet, à Chazet d'Azergues Alexis Candelaft, c'était la moindre des choses puisqu'on est chez eux, au Val d'Oing les Pierres Dorées et Sainte-Foy-l'Argentière du Val d'Argent. Et puis la 3e présentation, puisqu'il y en a 4, une expérimentation, un fruit à la récré. Donc ça aussi, c'est plutôt sympa et c'est plutôt pas mal. Et une dernière enquête récente du Crédoc relève que les 18-30 ans, on ne parle pas des collégiens, mais vous verrez pourquoi on en parle, consomment 4 fois moins de fruits et légumes que leurs aînés. Et cette tendance est particulièrement marquée dans les établissements scolaires, dont l'indice de positionnement social, l'IPS, est plus bas. Pour infléchir cette tendance, on va essayer, nous, le département s'engage dans l'expérimentation d'une opération « Un fruit à la récré », Monsieur le Président. Il s'agit de proposer aux collégiens, durant un temps de récréation par semaine, de consommer un fruit frais produit sur le territoire départemental. Des agriculteurs seront sélectionnés dans une logique de proximité et de façon à faire le lien avec la politique environnementale du département, notamment dans le cadre du projet élémentaire de territoire. 2 établissements sont choisis pour cette première opération, le collège de Pierre de Ronsard à Mornan et le collège François Brossette à Cours. Et à cette occasion, bien sûr, les agriculteurs iront à la rencontre des élèves. Une 4e, C'est pas fini. Pardon. Et le 4e dispositif, donc en août 2023, le département avait mené une expérimentation, la colo au musée, à Saint-Ronan-Galles. Ça a été un vrai succès, une belle expérience. Donc on propose de poursuivre cette expérience avec un séjour apprenant qui s'intitulera « Ma colo nature à la ferme ». Donc c'est toujours dans le cadre des vacances apprenantes. Cette nouvelle thématique est développée au printemps et en résonance avec le projet alimentaire de territoire. Je reviens toujours avec mon PAT et j'y reviendrai encore. Donc un séjour de 5 jours et 4 nuitées sera proposé aux Rhodaniens de 6-11 ans et se déroulera fin avril à Lorée-du-Bois, à Saint-Martin-en-Haut. Ce sera des rencontres avec les agriculteurs du territoire, des maraîchers ou des éleveurs. Ils s'essayeront au jardinage, cuisineront suivant des recettes élaborées avec des produits 100% locaux et de saison. Donc, ce centre de vacances avec hébergement est organisé donc, par la Ligue, enfin, le département et la Ligue de l'enseignement, à un tarif tout à fait favorable et abordable pour les familles. Ce sera 300 € par enfant. Donc, nous souhaitons également proposer à une partie des enfants de nos agents de la collectivité ce projet de colonie proposé par les services de la vie interne. Voilà.
Donc, et on aura également une autre délibération en mars, je crois, où on poursuivra ce projet de colonie. Il y aura d'autres lieux et d'autres thèmes abordés. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Pardon, Madame la Vice-Présidente. Donc, comme l'a expliqué Colette, on avait initié l'année dernière la colonie au musée sur les deux dernières semaines d'août pour les jeunes de 6 à 11 ans, avec un véritable succès de pouvoir proposer à nos jeunes des vacances culturelles. Donc cette année, il y en a une supplémentaire sur le mois d'avril pour des vacances près avec des visites des fermes et sur comment cuisiner nos produits locaux en lien avec le PAT. Puis il y en a une autre également sur Cublise, sur plutôt sportive. Nous le faisons dans le cadre d'un dispositif national, les vacances apprenantes, ce qui nous permet également d'accueillir pour un tarif assez modeste, 300 € la semaine, mais avec un tarif moindre pour des familles en difficulté. Donc c'est important, c'est une ouverture pour tous et une mixité. Merci. C'est bien aussi, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Vice-président, d'y associer et le public et le privé. Et puis j'ai appris que pour vous, il y avait un plat et un dessert. Et je pensais que le dessert était un plat. Mais bon, on apprend tous les jours quelque chose. Je mets le rapport aux voix. Pas d'abstention pour le plat et pour le dessert. Pas de vote contre, c'est adopté à l'unanimité. Et nous continuons. C'est Daniel Valero, toujours. Eh oui. Collège subvention complémentaire. Alors là, je vais vous parler d'un sujet que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est le transport scolaire. Oh, j'ai vu qu'à Villefranche, qu'est-ce qu'on transportait, monsieur le maire? C'est fou. Vous leur faites faire de la gym, de l'escalade. Vous êtes le plus gros consommateur sur une ville. Vous avez que beaucoup de sportifs. On a beaucoup d'élèves et on a beaucoup d'installations sportives aussi qui bénéficient aux élèves des collèges. Donc vous êtes obligés de les déplacer. Alors, je vais être assez rapide. C'est une dotation pour la saison, l'année, pardon, pas la saison sportive, l'année scolaire 2023-2024. Le département, vous le savez tous, finance les dépenses de transport vers les sites d'éducation physique et sportive, ce qu'on appelle EPS, pour chaque année scolaire, sur la base des demandes formalisées par les établissements à l'automne. Sont pris en considération, comme à Villefranche d'ailleurs, les transports pour les activités obligatoires du programme d'EPS, hors section sportive et activités de l'association sportive, vers les installations non accessibles à pied pour des raisons de distance ou de sécurité. Alors, pour l'année scolaire 2023-2024, le montant global prévisionnel des dotations en faveur des collèges publics s'élève à 298 400 €. Ces aides seront versées en 2 fractions, à raison d'un acompte de 80% des attributions, et le solde étant versé à l'issue de l'année scolaire à concurrence des dépenses réalisées sur justificatif. Monsieur le Président. Si, est-ce qu'il y a des interventions? Pas d'intervention. Je mets le rapport aux voix. Il est adopté, j'imagine, à l'unanimité. Nous changeons de commission pour les derniers rapports et c'est Madame Lafay qui nous parle de politique de solidarité sur le 4001, programme départemental d'insertion. Merci, Président. Alors oui, nous souhaitons renouveler la politique volontariste d'emploi aidé à destination des bénéficiaires du RSA afin de développer leur employabilité et réussir leur recrutement à travers 2 principaux outils indispensables. L'insertion par l'activité économique, combinant une reprise d'emploi couplée à un accompagnement socio-professionnel resserré, et les contrats aidés, permettant le versement d'une aide mensuelle à leur employeur. Cette politique porte sur un montant global de 993 116 €, dont une partie est à mettre en parallèle avec l'économie réalisée pour le département sur le versement du RSA. En effet, les personnes entrant en contrat aidé ou en contrat à durée déterminée d'insertion sortent de fait du RSA. Ce rapport propose pour cette politique une baisse de 95 308 € par rapport à 2023. Sur l'IAE, l'augmentation de 4% de l'aide légale prend en compte la revalorisation du RSA et est en partie compensée par des baisses de places pour les ACI et pour les EI. Le soutien à l'insertion par l'activité économique du département
pour un montant total de 893 116 € se réalise à travers 3 modalités d'intervention. Le soutien aux ateliers chantiers d'insertion avec un montant total de dépenses de 862 716 € permettant de financer l'aide légale aux postes destinés aux structures en tant qu'employeurs et de financer une complémentaire destinée à soutenir le double accompagnement réalisé par un binôme de professionnels, les conseillers insertion professionnelle et les encadrants techniques. Le soutien aux entreprises d'insertion afin d'étoffer les opportunités d'emploi dans un cadre soutenant pour un montant de 20 400 € et le soutien à Synerge IAE à hauteur de 10 000 € qui soutient les structures de l'IAE. Les contrats aidés, ils sont encadrés par le Code du travail et constituent une réelle opportunité de soutenir l'accès à l'emploi des bénéficiaires du RSA, tout en permettant de servir les enjeux des autres politiques sociales du département, notamment les emplois du secteur de l'autonomie. Le coût du soutien départemental porte sur une aide mensuelle forfaitaire de 88% du montant de l'allocation RSA pour une personne seule. Compte tenu notamment des besoins de main-d'œuvre, ces contrats aidés constituent une réelle opportunité de soutenir l'accès à l'emploi des bénéficiaires du RSA tout en servant les enjeux des autres politiques sociales du département. Chaque année, le département établit avec l'État une convention annuelle d'objectifs et de moyens déterminant le nombre de parcours emploi-compétences destinés aux employeurs du secteur non marchand et le nombre de contrats initiatives emploi destinés aux employeurs du secteur marchand pour favoriser le recrutement des bénéficiaires du RSA. Cette année, il est proposé 25 PEC et 8 CIE pour un budget total de 100 000 €. Ce montant est en baisse de 100 000 € par rapport à 2023. Voilà, vous êtes invités, mes chers collègues, à bien vouloir délibérer sur les propositions qui vous sont soumises. D'intervention, pas de demande d'intervention, je mets le rapport au vote tel qu'il vous a été présenté, pas d'abstention, pas de candidat de pièce d'unité. C'est toujours Madame Lafay pour le 4002. Alors, le programme départemental d'insertion vise à proposer un ensemble d'accompagnements et d'actions pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA. Les actions vont de l'accompagnement des personnes à celui des entreprises dans leur recrutement inclusif, en passant par des actions santé ciblées pour lever les difficultés qui empêchent la reprise du travail. L'intégralité du programme départemental d'insertion vous sera proposée lors de l'Assemblée de mars prochain. Fort du constat que la mobilité constitue un frein majeur à l'entrée ou la reprise d'un emploi pour les publics en situation de précarité, nous souhaitons expérimenter en 2024 de nouvelles modalités pour ces actions autour de l'accompagnement à la mobilité, portées par 3 structures différentes. Ainsi, le rapport propose le soutien à 2 types d'actions. Alors, tout d'abord, le développement de 2 nouvelles auto-écoles sociales. La première est portée par la Fondation des apprentis d'Auteuil et la seconde auto-école est portée par la mission locale rurale Nord-Ouest Rhône. Ensuite, s'ajoute un important renforcement de l'action de Mobil'Aide qui devient la plateforme de mobilité du Rhône et s'entoure de 2 conseillers mobilité supplémentaires chargés de réaliser des diagnostics de mobilité, des accompagnements individuels et des ateliers. La plateforme sera également chargée du référencement, de l'actualisation et de la diffusion de l'offre de services territoriales sur la mobilité, ainsi que de la promotion des actions auprès des partenaires. Elle aura aussi pour mission de mettre en œuvre une expérimentation locale ayant pour objet de lever les difficultés de mobilité des publics. Dans ce cadre, le dispositif mobilité du département s'adresse aux bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs. Les publics suivants sont également ciblés en priorité: les jeunes suivis par les missions locales, les publics employés dans le secteur de l'insertion par l'activité économique, ayant eu le statut de bénéficiaire du RSA soumis aux droits et devoirs ou étant suivis par des missions locales lors de leur entrée dans ces structures. Ce rapport représente un coût global de 255 600 € pour le département, mais fait l'objet d'une recette de 50% de la dépense de la part de l'État,
dans le cadre de la contractualisation Pacte des solidarités France Travail. Voilà, Président. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce rapport? Pas de demande d'intervention, je le mets au voix. Pas d'abstention, pas de vote contre. Il est adopté à l'unanimité. Et c'est M. Thomas Ravier, maire de Villefranche, qui termine cette session. Monsieur le Président, chers collègues, d'abord, je voudrais remercier les services de l'autonomie pour ce rapport, parce que c'est le seul rapport de l'année qui ne consomme pas de budget, qui n'a pas d'incidence financière. Donc, je les remercie de la remise de jour du débat d'orientation budgétaire. Signe de courtoisie pour mes collègues. Alors. Voilà. Mais je remercie néanmoins pour l'effort réalisé sur les taux directeurs. Plus sérieusement, ce rapport peut paraître anodin, il a en fait une véritable importance, puisque vous le savez, le département du Rhône est organisé par 5 filières gérontologiques sur son territoire, dont la filière Rhône-Centre que nous abordons aujourd'hui. Ces filières gérontologiques, elles découlent des lois HPSCT, comme on les appelle, qui permettaient à la fois de réunir l'ensemble des acteurs du sanitaire et du médico-social, de l'hôpital public, en passant par les infirmiers, les services d'aide à domicile, les CCAS, les services là aussi de soins, les plateformes de répit, enfin l'ensemble des partenaires autour du vieillissement et de l'autonomie. Vous le savez tous, d'abord c'est une instance de concertation, d'échange de bonnes pratiques et des besoins du territoire, mais au-delà de ça, c'est aussi un rôle opérationnel véritablement, puisqu'ils accompagnent aussi le parcours de l'usager lors de l'arrivée de la dépendance. On sait que dans notre pays aujourd'hui, la dépendance arrive de plus en plus tard dans la vie et on peut s'en féliciter, c'est-à-dire qu'on vit de plus en plus longtemps de manière complètement autonome, mais elle arrive aussi de manière de plus en plus brutale et c'est lié aussi à d'autres réformes comme le virage ambulatoire de l'hôpital par exemple, qui fait que le parcours, à un moment donné, quand la dépendance arrive, est assez rapide et passe par plusieurs étapes. Du maintien à domicile, une hospitalisation, un retour à domicile avec l'hospitalisation à domicile, l'entrée dans d'autres services particuliers comme peuvent être un EHPAD, et que tout ça demande une coordination, une fluidité du parcours. Et cette filière gérontologique est là pour ça, assurer ce fonctionnement entre les différents praticiens, les différents intervenants, accompagner les usagers et leurs familles dans cette démarche pour qu'elle soit le plus fluide, le plus confortable possible malgré les circonstances et améliorer du coup la prise en charge de nos aînés en situation de dépendance. Il s'agit donc de renouveler cette charte qui réunit l'ensemble de ces acteurs et de le faire fonctionner. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Pas d'intervention. Je voudrais souligner que ce dossier est suivi au département par une élue du canton, une élue municipale du canton, à qui j'adresse mes remerciements pour son implication sur ce dossier important qui relève de nos compétences. Pas d'intervention, donc je mets le rapport aux voix, pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté à l'unanimité et l'ordre du jour est épuisé comme certains ici. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention particulières? Donc je lève la séance. Je peux proposer, si quelqu'un dans la salle veut prendre la parole, puisque nous sommes dans une séance décentralisée, ou alors s'il ne parle pas, qu'il se taise à jamais. Donc nous nous retrouverons le 29 mars en les murs du département pour en ressortir qu'au 21 juin pour aller en territoire bellevillois, enfin qui s'appelle plus Belleville, Belleville en Beaujolais. Et vous êtes tous et toutes invités à partager, au-delà du verre de l'amitié, bien sûr, le buffet constitué de produits du Rhône. Merci encore, monsieur le maire de Anse, de nous avoir reçus. Merci, madame Bay, de vos mots sur la présentation du canton. Je vous souhaite à tous, pour ceux qui ont droit, de passer un bon week-end. Et n'oubliez pas que c'est les vacances scolaires et que pour rentrer sur Lyon, c'est au moins 2h30. Voilà. Ce qui montre que dans cette honorable assemblée, on peut faire des choses très sérieusement sans se prendre au sérieux. Et je vous remercie tous et toutes.